Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia. J'ai 18 ans. Ma vie allait très bien jusqu'à ce qu'un jour tout bascule. Amour, drame, vengeance, trahison, bonheur et un miracle, mon histoire a tout. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai tellement de choses fascinantes à vous raconter. Il y a 2 ans, on a découvert que mon frère Kevin avait une leucémie. Un cancer du sang. Au début, on était dévastés, mais on s'est vite ressaisis et on a décidé de combattre la maladie en famille. Mes parents se concentraient sur son traitement et je m'assurais de faire en sorte qu'il garde le moral. Je passais tout mon temps avec lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. On a commencé son traitement immédiatement. Il a été diagnostiqué à un stade précoce et ses chances de guérison étaient donc élevées. Mais il allait devoir subir une chimiothérapie qui a des effets secondaires vraiment très graves. Il a d'abord eu des nausées, il a donc perdu l'appétit et a commencé à perdre du poids très rapidement. Peu après, il a perdu tous ses cheveux. Il traversait une période très difficile et je ne pouvais rien faire pour lui. Il suivait son traitement depuis 11 mois. Un jour, le médecin de Kevin a voulu nous parler. Le cancer progresse malgré la chimio. On doit commencer un nouveau traitement, a-t-il dit. Kevin avait besoin d'une greffe de cellules souches. On avait besoin d'un donneur qui correspondait à la moelle osseuse de Kevin. Il y a 20 à 25% de chances que les frères et sœurs soient compatibles. Ils allaient aussi faire des échantillons de mes parents, mais ils avaient moins de chance. J'étais donc notre plus grand espoir. J'ai prié toute la nuit pour que je sois compatible. Le lendemain matin, nous sommes allés à l'hôpital pour faire les tests. Ils m'ont pris 3 unités de sang, ainsi qu'à ma mère et à mon père. Le résultat allait arriver dans 1 semaine, ce qui voulait dire que j'aurais 1 semaine entière pour prier. La semaine suivante, le médecin nous a annoncé la mauvaise nouvelle. Il s'est avéré qu'aucun de nous n'était compatible. On était dévastés une fois de plus. Alors que le médecin parlait, j'ai remarqué les résultats sur son bureau. Je les ai regardés et j'ai trouvé une erreur incroyable. J'ai tout de suite montré les résultats au médecin. Il y a une erreur ici. Ce n'est pas mon résultat. Regardez, le groupe sanguin de mes 2 parents est O positif. Mais il est écrit que le mien est AB négatif. C'est impossible. Si le sang des 2 parents est du groupe O, le sang de l'enfant est aussi du groupe O. Donc ce rapport n'est pas le mien. Le médecin a détourné le regard. J'étais si confuse. J'ai regardé mon père. Papa, on a étudié ça en cours de biologie. Ce résultat ne peut pas être le mien. J'ai encore une chance d'être compatible avec Kevin. J'ai insisté. Mais le médecin m'a interrompu. Cynthia, les résultats sont corrects. Le groupe sanguin de Kevin est O positif, comme il se doit. Mais le tien... Il n'a pas pu finir sa phrase. Par cette étrange coïncidence, on a découvert que je n'étais pas la fille de mes parents. Ils étaient aussi choqués que moi. Toute la semaine, nous étions tous impatients d'avoir les résultats du test. Ce qui signifie qu'ils pensaient aussi que j'étais leur fille biologique. Cela ne nous laissait qu'une seule possibilité. Le jour de ma naissance, quelqu'un avait fait une énorme erreur et j'ai été échangée avec un autre bébé. L'enfant de mes parents a grandi dans une autre famille. Et ils pensaient que j'étais leur fille, mais ils ont élevé le bébé de quelqu'un d'autre. Le groupe sanguin était assez définitif, mais nous avons quand même fait un test ADN. Ça l'a confirmé. Mais je ne me souciais pas de ma propre situation. J'étais tellement inquiète pour mon frère. J'aurais voulu être sa sœur biologique pour pouvoir lui sauver la vie. Mes parents voulaient me parler ce soir-là. Ma mère m'a dit « On t'aime tellement. Tu es notre fille, quoi qu'il arrive. Mais on veut mener notre enquête. Parce que si on trouve la sœur biologique de Kevin, elle pourrait correspondre. » Ils avaient raison. Je vous aime tellement aussi, et je suis prête à faire n'importe quoi pour que Kevin aille mieux, ai-je dit. On a eu beaucoup de chance, car seuls 5 autres bébés sont nés dans le même hôpital ce jour-là. 3 garçons et 2 filles. Comme j'étais l'une des 2 filles, l'autre devait être la vraie fille de mes parents. On a obtenu l'adresse de l'autre famille. J'étais très nerveuse sur le chemin. Je n'y avais pas pensé jusqu'à ce moment, mais j'allais rencontrer mes vrais parents. Je pourrais même avoir à vivre avec eux dans le futur. Mais s'ils sont mes vrais parents, l'idée de vivre avec des gens que je ne connais pas était trop effrayante pour moi. On est arrivé à l'adresse et on a vu un vieux bâtiment délabré. Quand mon père a sonné à la porte, mes jambes tremblaient. J'étais très nerveuse. Je me suis tenue au mur pour ne pas tomber. Personne n'a répondu. Alors nous avons frappé à la porte du voisin. Une vieille femme a répondu. Nous lui avons dit qui nous cherchions. Elle a eu des problèmes financiers après la mort de son mari.
Alors elle a dû emménager avec sa fille chez sa mère, a-t-elle dit. Sa mère vivait dans une autre partie du pays. Mais nous étions déterminés à y arriver, coûte que coûte. On a appris que ma mère biologique était femme de ménage dans une agence immobilière. La société nous a donné son numéro de téléphone. On s'est assis dans un café et mon père l'a appelé. Il lui a dit qui il était et a décrit la situation. Il a ajouté « Ce n'est pas idéal de parler de ça au téléphone. On pourrait se rencontrer en personne. Nous pouvons tous venir vous rendre visite. » Il était en larmes quand il a raccroché. « Elle nous attend demain. Elle avait l'air vraiment triste. Cynthia, nous devons tenir l'hôpital pour responsable de ce qu'il nous fait subir, a-t-il dit. En rentrant à la maison, ma mère a dit « Tu iras avec ton père. Il faut que je reste avec Kevin. » Le lendemain matin, nous avons pris le premier vol pour leur ville. Nous étions sûrs que cette fois, on répondrait à la porte. Ce fut le cas. Ma mère biologique me ressemblait tellement que j'avais l'impression de me regarder dans un miroir et de me voir 20, 25 ans plus tard. On s'est mis à pleurer toutes les deux en même temps. Elle m'a serrée dans ses bras et m'a embrassée. J'ai fait la même chose, la câline et l'embrasse. Donc maintenant, je sais d'où ça vient. Nous sommes entrés. Mon père était si nerveux, il regardait autour de lui. Lui et ma vraie mère se regardaient. « Votre fille n'est pas à la maison ?» a-t-il demandé. « Si, mais elle est très anxieuse. Elle ne sait pas quoi faire. Je vais aller voir si elle veut sortir, a-t-elle dit. Elle est revenue avec sa fille quelques minutes plus tard. Je n'oublierai jamais l'expression choquée sur le visage de mon père. Il était médusé. Mon père avait perdu sa mère à un très jeune âge. Apparemment, sa vraie fille ressemblait beaucoup à sa mère. Il l'a serrée dans ses bras et s'est mis à pleurer. Puis il m'a appelée et nous a serrés toutes les deux dans ses bras. On a tous commencé à pleurer. J'avais soudainement une sœur. Elle s'appelait Jennifer. Quand elle souriait, elle avait des fossettes comme ma mère, sa mère biologique. Le lendemain, on est rentré à la maison avec ma nouvelle sœur. Ma mère était si excitée quand elle a vu Jennifer. Elle s'est même évanouie à un moment. Mais tout s'est bien passé après. On a passé la première nuit heureuse à la maison depuis la maladie de Kevin. Le lendemain, on a emmené Jennifer à l'hôpital. Elle a fait une analyse de sang pour voir si elle correspondait à Kevin. On a dû attendre une semaine de plus. Nous avions tant en commun qu'on a à peine remarqué qu'une semaine s'était écoulée. Le grand jour est enfin arrivé. Nous devions aller à l'hôpital le lendemain matin. C'était peut-être la dernière chance de Kevin. On était tous très anxieux. Jennifer a eu des boutons au visage à cause du stress. Le portable de mon père a sonné vers 9h ce soir-là. C'était le médecin de Kevin. Il avait les résultats et ne voulait pas qu'on attende le matin. Jennifer était compatible. Nous étions tous si heureux, mais je pense que Jennifer était la plus heureuse. Après 17 ans, elle a découvert qu'elle avait un frère et maintenant, elle allait lui sauver la vie. On n'a pas perdu de temps pour commencer le traitement par cellules souches. Ils ont obtenu les cellules de Jennifer grâce à une procédure simple. Après une semaine de préparation, les cellules ont été transférées à Kevin. Nous avons dû attendre 20 jours pour voir comment le système immunitaire de Kevin réagissait. Heureusement, il n'y a eu aucun problème. Tout s'est déroulé comme il fallait. Kevin va beaucoup mieux maintenant. Il n'a besoin de se faire examiner que de temps en temps. Nos jours terribles sont derrière nous. Et tout ça grâce à Jennifer. Même si ma mère biologique était triste, elle a laissé Jennifer emménager avec nous. On se parle tout le temps au téléphone. Elle pose toujours une tonne de questions sur moi. Elle va nous rendre visite le mois prochain. Jennifer et moi avons prévu de rester avec elle un certain temps cet été. Mon père a pris un avocat pour représenter mes deux mères dans un procès contre l'hôpital. À la fin, l'hôpital a accepté de leur verser à toutes les deux une importante compensation. Ça a résolu les problèmes financiers de ma mère biologique. Ma mère a décidé d'utiliser l'argent pour les frais de scolarité de ses 3 enfants à l'université. J'ai dit plus tôt que l'histoire impliquait aussi de l'amour et de la vengeance. J'ai laissé le meilleur pour la fin, vous êtes prêts? Ce n'est pas un accident si Jennifer et moi avons été échangés. Oui, vous avez bien entendu. C'était intentionnel. C'est une infirmière qui nous a fait ça. Le procureur a trouvé très bizarre qu'il y ait eu une confusion alors qu'il n'y avait que 2 filles nées ce jour-là. Ils ont donc interrogé les 2 infirmières dans la salle d'accouchement pour trouver une réponse. Une des infirmières était sortie avec mon père biologique il y a des années. Un soir, elle était ivre et a trompé mon père. Quand il l'a découvert, il l'a quitté. Mais elle était toujours amoureuse de lui. Elle a essayé de le reconquérir, mais il n'était pas intéressé. Elle a été surprise de voir mon père à l'hôpital des années plus tard.
Elle a donc inventé ce plan de vengeance diabolique. Vous connaissez la suite de l'histoire? Elle a échangé l'enfant biologique de mon père, moi, avec un autre bébé qui n'est autre que Jennifer. Elle a été jugée après avoir avoué cette chose terrible et a alors été condamnée à passer 11 années en prison. Elle a changé la vie de 6 personnes, si l'on ne compte que les parents et les enfants. Je pense donc qu'il s'agit d'une peine clémente. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ne pensez pas que ça n'arrive que dans les films. Si vous aimez ce genre d'histoire, alors abonnez-vous à cette chaîne. Bye bye! Salut les gars, je suis Ryan et j'ai 17 ans. J'ai été dans le coma pendant 5 mois et 12 jours. C'était une expérience si étrange. Je suis passé d'un état de rêve à la réalité. Au bout d'un moment, j'entendais ce que les gens disaient autour de moi. Mais je ne pouvais pas réagir. Un truc incroyable s'est produit pendant que j'étais dans le coma. Laissez-moi commencer par le commencement. En grec ancien, le mot coma signifie sommeil profond, mais ce que vivent les patients est très différent du sommeil. Le corps éteint la conscience pour se guérir, ce qui minimise l'activité cérébrale. C'est un peu comme appuyer sur redémarrer sur un ordinateur. On vous alimente par des tubes. Certains patients sont aussi attachés à une machine pour bien respirer. Cette machine achemine l'oxygène dont votre corps a besoin vers vos poumons. Alors, comment ai-je fini dans le coma? Je me souviens d'une sensation de chute, puis du bruit d'un cognement avant de perdre conscience. Puis, j'ai été aspiré dans un vortex. J'ai tournoyé jusqu'au fond. Les voix se sont éloignées. Le pire, plus je m'enfonçais dans le vortex, plus il devenait sombre. Soudain, le tournoiement s'est ralenti. Je me souviens avoir pensé « C'est ça la mort ?» Puis un profond silence et l'obscurité absolue. C'est à ce moment-là que je suis tombé dans le coma. Même si ça semblait long, ça n'a pris que 15 ou 20 secondes. Je me souviens de rien des premiers mois. Je ne sais pas comment, mais un jour j'ai commencé à entendre des voix. Au début, tout était étouffé. Un peu plus tard, elles étaient normales. J'entendais des choses se passer autour de moi. Mais bientôt, j'ai réalisé la triste vérité. J'étais toujours dans le coma même si une partie de mon cerveau était éveillée. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais je n'ai pas réussi. Je voulais dire « je vous entends », mais je ne pouvais pas bouger mes lèvres. Je vais bouger mes mains et m'asseoir, mais je ne pouvais rien bouger. C'était comme si une force invisible m'en empêchait. Un jour, un groupe est entré dans ma chambre. Je savais par leur façon de parler qu'ils étaient médecins. Ils parlaient de 2 patients. L'un d'eux était moi, signifiant qu'il devait y avoir un autre patient dans la chambre. Ils ont comparé nos conditions. Ils ont parlé ouvertement, car on était tous les deux dans le coma. Il semblait qu'ils ne pensaient pas que je sortirais de mon coma. Selon eux, il n'y avait aucun espoir. Pour moi, c'était la fin. Ils ont dit que l'autre patient se remettrait rapidement. Ils ont même décidé quel patient prendrait mon lit après ma mort. Je voulais leur dire que je les avais entendus, qu'ils se trompaient, mais c'était tout simplement impossible. Ma mère et ma petite amie Pauline m'ont raconté ce qui m'a plongé dans le coma. Ma mère me rendait visite chaque jour. Elle pleurait en silence en s'occupant de moi. Elle changeait mes vêtements, me lavait avec une serviette, mettait de la crème sur mes escarres. En réalité, personne ne t'aime comme ta mère t'aime. Ça, c'est sûr. Elle murmurait les mêmes choses quand elle pleurait. Tu ne voulais pas aller au camp. Je t'y ai envoyé pour que tu socialises. Tu voulais juste te détendre. Tu ne voulais pas rester dans une tente. Je suis responsable de tout ça. C'est ma faute. J'aimerais ne pas t'y avoir envoyé. Ma mère parlait d'un camp de vacances, mais je me souvenais de rien. Ces souvenirs avaient disparu. Suis-je allé au camp avec mes amis? Que s'est-il passé là-bas? Suis-je tombé de quelque part? J'ai essayé, mais je n'arrivais pas à me souvenir d'avoir été dans un camp ou de ce qui aurait pu s'y passer. Pauline a répondu à toutes ces questions pour moi. Un jour, j'ai entendu sa voix. Elle était à mes côtés. Elle me caressait la tête. « Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis resté à l'écart car ta mère est en colère contre moi. J'avais trop peur, a-t-elle dit. Elle a continué à parler comme si elle savait que je l'entendais, se confessant. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle racontait, mais je savais enfin ce qui s'était passé. On est allé camper lors d'un voyage scolaire.
Quand Pauline m'a montré une photo sur son téléphone, elle a reçu un SMS. Ça disait « Est-ce que je peux te voir ce soir ?» J'ai pris son téléphone et j'ai vu que le message provenait d'un type nommé Charles. Il était aussi au camping. J'aurais dû demander à Pauline ce qui se passait. Mais j'étais trop en colère pour penser clairement. Je l'ai attaqué et on s'est battu. Charles m'a poussé. Je suis tombé et me suis cogné la tête sur une pierre. C'est là que j'ai perdu connaissance. Pauline savait que c'était sa faute, mais elle était là, sans honte. Si seulement je pouvais ouvrir les yeux et m'asseoir, je lui cracherais au visage. Je lui dirais « Sors, sors et ne reviens jamais !» C'était impossible, mais je savais que lorsque je sortirais du coma, c'est ce que je ferais. Au début, j'ai vraiment apprécié pouvoir entendre ce qui se passait autour de moi. Au moins, je me sentais vivant. Mais les mois passés sans que mon état s'améliore ont commencé à m'inquiéter. Même les médecins me rendaient visite moins fréquemment. Qui sait, peut-être qu'ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient pas prédit juste. Je n'étais pas mort et l'autre patient était toujours dans le coma. Un jour, alors que je m'ennuyais, j'ai entendu une conversation bizarre. Je n'avais jamais entendu quelqu'un rendre visite à l'autre patient. Il y avait un homme et une femme de ce côté. L'homme a dit « Je ramène l'argent chez toi demain. Je pense pouvoir le faire, mais je ne peux pas. Tu devrais laisser tomber aussi. » Elle était très en colère et parlait avec les dents serrées. « Nathan, tu m'as promis, j'ai tout vendu pour pouvoir te donner cet argent. Si tu ne vas pas le faire, alors montre-moi. Je ferai ce qui doit être fait. Il mérite de mourir. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Est-ce que je rêvais? Parlait-elle vraiment de tuer quelqu'un qui était dans le coma? Au bout d'un certain temps, Nathan a cédé à son insistance. À voix basse, il a dit « Cet interrupteur contrôle l'oxygène. Tu peux diminuer le taux en le tournant vers la gauche. Regarde, tu vois ce petit appareil attaché au doigt de ton mari? Il mesure le rythme cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang. Si le rythme cardiaque ralentit et que le taux d'oxygène baisse, l'alarme se déclenchera. Tu dois faire baisser le volume de l'alarme avant de faire baisser le taux d'oxygène. Personne ne le vérifiera. Même s'ils vérifient, ils penseront qu'une infirmière a fait une erreur. Voilà, tu sais comment ça fonctionne. » J'écoutais avec stupéfaction. Ce Nathan, était-il médecin? Il n'arrêtait pas d'appeler le patient « ton mari ». Cette femme était-elle la femme du patient? Pourquoi voulait-elle tuer son mari? Mais surtout, allait-elle vraiment le faire? Soudain, la vie était passionnante. Je les écoutais attentivement avec anxiété. Pendant cette période, ma conscience allait et venait. Parfois, je passais des jours sans entendre un seul son. C'était comme si on entrait et sortait d'un sommeil profond. Comme l'avaient dit les médecins, c'était peut-être la fin. J'avais vraiment peur, mais je ne pouvais rien faire. Puis, je suis retombé dans le vortex. Les sons se sont à nouveau assourdis. J'ai tourné infiniment dans le vortex et j'ai complètement perdu conscience. Je me souviens du moment où je me suis réveillé. Mes yeux se sont ouverts. Je n'avais pas vu la lumière depuis des mois, alors j'ai fermé les yeux. J'ai entendu ma mère crier de joie. Elle avait vu mes yeux s'ouvrir. Elle a tout de suite fermé les rideaux. J'ai de nouveau ouvert les yeux. Je lui ai souri. Elle a dit « Bonjour mon chéri » et s'est mise à pleurer. La salle s'est remplie de médecins en 10 minutes. Je n'étais pas encore sûr de pouvoir parler. J'avais l'impression que ma voix n'allait pas sortir. J'ai juste continué à sourire. Plus tard, je me suis souvenu d'un rêve que j'avais eu dans le coma. Cette expérience était tellement bizarre. Dans mon rêve, la femme d'un autre patient voulait le tuer. Un médecin qui s'appelait Nathan l'aidait. Mais dans le lit d'à côté, le patient était légèrement plus âgé que moi. Pas assez pour avoir une femme. Je pouvais maintenant parler aisément. J'ai raconté ce rêve à ma mère en riant. Elle s'est figée quand je me suis arrêté de parler. Apparemment, le lit dans le type d'à côté était mort il y a 1 mois. Le nouveau patient était arrivé il y a 1 semaine ou 2. La femme du patient décédé lui rendait visite à l'occasion. Elle s'asseyait et le regardait en silence. Et Nathan? Ma mère m'a dit qu'il n'y avait pas de médecin du nom de Nathan. Mais il y avait un aide-soignant qui portait ce nom. Ma mère n'a pas pu s'empêcher et en a parlé à la direction de l'hôpital. Évidemment, ce n'était pas bon pour l'hôpital.
Ils ont dit qu'ils allaient enquêter, mais ils n'ont rien fait. Ils ne sont même pas venus me parler. Mais ma mère n'a pas abandonné. Quand la police s'est impliquée, la vérité est sortie. Le patient dans ma chambre avait trompé sa femme. Une nuit, lui et sa maîtresse ont eu un accident de voiture. Sa maîtresse est morte et il est tombé dans le coma. La femme voulait se venger, alors elle a planifié son meurtre. Elle a passé un accord avec un soignant, Nathan. Mais Nathan s'est rétracté. Il ne pouvait pas tuer quelqu'un, même dans le coma. Quand elle a dit qu'elle le ferait elle-même, il lui a dit ce qu'il fallait faire. C'est la partie dont j'ai été témoin. Un jour, elle est passée vers la fin des heures de visite. Elle a joué avec les réglages de la machine à oxygène pour qu'il en reçoive moins. Personne n'a su, car elle avait baissé le volume de l'alarme. Tout le monde avait supposé que ce n'était qu'une mort liée au coma. À cause de moi, la femme et l'aide-soignant ont dû avouer ce qu'ils avaient fait. Et ils ont tous les deux été arrêtés. Vous voyez à quel point la fidélité est importante? Pourquoi moi et l'homme qui est mort sommes tombés dans le coma? Oui, l'infidélité. Si lui et Pauline avaient été fidèles, rien de tout ça ne serait arrivé. J'espère que vous avez trouvé mon histoire intéressante.